Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme qui bouscule les codes du droit du travail et des transitions professionnelles, Valérie Duez-Ruff. Valérie est avocate spécialisée en droit social, elle est fondatrice du cabinet DR Avocat, mais elle est aussi coach et passeuse d'idées pour aider les cadres, les dirigeants à négocier leur départ avec panache. Après 20 ans de pratique, elle sort ces jours-ci son premier livre, Quitter son job et négocier son départ. Un guide percutant pour transformer une rupture en tremplin. Valérie, c'est la voix de l'expérience, mais aussi celle de l'audace et de l'alignement. Préparez-vous à un échange sans langue de bois qui va vous donner des idées concrètes pour agir. Bonjour Valérie, comment vas-tu ? Bonjour Florent, avec un peu de pression là, cette présentation a été très élogieuse et j'espère maintenant tenir le rang. Voilà. Écoute, j'ai pas de doute, j'ai eu la chance de pouvoir lire ton livre en avant-première. De la même manière, je suis très impressionné. Moi qui n'en ai pas écrit, je suis très impressionné par ce travail et ce livre effectivement très riche. On va en parler. Avant toute chose, Valérie, tout le monde te connaît pas. Et tous les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas, Valérie. Et peux-tu nous raconter ton cheminement perso et pro qui t'ont amené à devenir une experte aujourd'hui du droit du travail en négociation de départ ? Oula, on commence où ? Parce que tu peux commencer au collège, mais tu peux commencer où tu veux. Je sais pas si c'était dès le collège que tu t'es dit je veux être avocate ou plus tard. Alors bizarrement, en fait, l'avocature n'a pas été une vocation. Je me suis retrouvée dans une fac à faire un double programme en droit franco-espagnol qui était un programme élitiste, mais je me suis retrouvée là complètement par hasard. Et en fait, de hasard en coïncidence et qui n'en sont pas en réalité, j'ai été diplômée en droit. Et puis, j'ai commencé à m'insérer dans la vie active. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est avec la pratique que j'ai commencé à aimer ce métier. La théorie, les études de droit m'ont emmerdée, je peux le dire, clairement. Pour parler très franchement, parce que comme tu l'as dit, je parle sans langue de bois. Donc, elles m'ont emmerdée. Mais vraiment, mon coup de cœur avec le métier, c'était la pratique. J'ai commencé avec du droit commercial. Et puis, j'ai fini dans le droit du travail, parce que le droit du travail, c'est un excellent compromis entre le droit de la famille, qui pour le coup, moi, a été trop éprouvant émotionnellement, puisque je suis quand même une éponge, donc émotionnellement, c'était trop dur pour moi, et un côté quand même plus rationnel. Ça me permet d'aider les gens, vraiment, sans m'investir trop émotionnellement, en tout cas sans me détruire. Et ce qu'il y a dans ma pratique du droit du travail, c'est qu'on peut vraiment aider les gens. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, je me suis spécialisée dans la négociation de départ des cadres dirigeants, c'est-à-dire dans un accompagnement où je vais vraiment, tu parlais de passeuse d'idées, oui, je suis même une passeuse de rive. C'est-à-dire je les aide à passer d'une rive à une autre. Parce que une rupture, même si elle est professionnelle, elle reste émotionnelle et on sous-estime l'impact émotionnel d'une rupture dans une vie. Et donc, c'est pour ça que je considère qu'il faut être bien accompagné. Et par bien accompagné, c'est pas uniquement du juridique, c'est également du psychologique, beaucoup de psychologique. C'est pour ça qu'après, j'ai continué à me former. Je me suis formée au coaching, je me suis formée au profiling. Toutes ces informations, ces connaissances que vous allez retrouver dans le livre. Donc tout ça, c'est très riche et c'est pour ça que c'est assez compliqué pour moi de répondre à une question aussi simple de façon linéaire. La vie est un cheminement et je pense aussi que c'est ce qui m'a amené à créer cette pratique qui me ressemble et je pense qu'il y a autant de métiers d'avocat que d'avocat, mais en tout cas, moi, c'est celle qui me convient et c'est celle qui me permet vraiment d'aider mes clients et parfois même d'être un game changer dans leur vie. J'ai certains cas en tête où je sais que, à mon échelle, j'ai pu contribuer à leur créer une vie meilleure. Voilà. Et ça, c'est très gratifiant pour moi. Ok. Avant de parler du livre, quelle est aujourd'hui du coup ta vision du rôle d'avocate dans un monde du travail qui est en pleine mutation, en plein changement ? Est-ce que toi, tu as vu une évolution depuis 20 ans du rôle d'avocat et d'avocate en droit du travail ? Oui, pour moi, on s'est complètement éloigné, mais l'avocat en général, de l'image à la Domé, c'est-à-dire ce caricaturiste du 19e siècle, qui,
voilà, qui croquaient les avocats en robe noire. On n'est plus, pour moi, des acteurs du contentieux. Évidemment, le contentieux, ça fait partie de notre pratique. Mais pour moi, en tout cas dans ma vision et dans ma pratique, on est des conciliateurs. On est d'abord, nous sommes des auxiliaires de justice et ça veut dire que nous aidons la justice. Et par aider la justice, je pense que la meilleure façon d'aider la justice, c'est de le faire avant d'aller en justice et donc vraiment de régler les problèmes. Pour moi, je suis vraiment quelqu'un qui va solutionner, pas créer des problèmes, pas créer du conflit. Non. Évidemment, le conflit, d'ailleurs, je le dis dans le livre, il est nécessaire, il fait partie de la société. Il ne faut pas en avoir peur. Le conflit, c'est quoi? C'est simplement deux positions divergentes. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. On aimerait bien, peut-être qu'on s'emmerderait un petit peu d'ailleurs. Mais c'est pas ça. Donc, il faut pas avoir peur du conflit dès lors qu'il est exprimé de façon saine et qu'il permet d'avancer parce que des conflits, des explosions naissent de belles choses. Et après, ça permet aussi de purger les... Parce qu'il n'y a rien de pire que les différends qui ne sont pas élucidés, que les espèces de frustrations qui s'accumulent au cours des années, qui créent de la rancune, de la rancœur. Il n'y a rien de pire que ça, parce qu'après, ça va exploser au plus mauvais moment. Donc, il vaut mieux que les choses elles soient dites et qu'elles soient réglées entre deux adultes euh, intelligents et qui vont construire ensemble une solution faire, honnête, raisonnable pour les deux parties. Et c'est ça, moi, mon rôle. Ok, très clair. Pour mieux te connaître, je crois que tu as fondé aussi une association qui s'appelle Moms à la barre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet engagement associatif qu'est-ce que ça t'a apporté aussi en termes pro et perso? C'est un engagement qui est né, comme souvent, je pense, des engagements forts à l'issue d'une expérience personnelle. J'ai eu mon premier enfant et j'étais à l'époque collaboratrice au sein d'un cabinet d'avocats, une petite structure, et j'ai tout bien fait dans les règles, hein, comme on m'a appris, comme j'ai lu dans les bouquins, comme il fallait. J'ai tout bien fait, c'est-à-dire que je suis allée avec mon enfant, je l'ai prévenu dans les délais, après je suis allée avec mon enfant au cabinet, j'ai repris très rapidement, puisqu'à l'époque, nous n'avions que 12 semaines de congé maternité, bref, j'ai repris mon enfant avec 2 mois, donc ce qui est quand même très jeune. Et j'arrive au cabinet, dès le deuxième jour, mon patron me dit, ça va vite me saouler si vous partez tous les jours à 19h. Parce que de façon très boomer, moi, j'allais au cabinet à 9h et je récupérais mon fils à 19h. Mon mari restant évidemment plus tard le soir à son travail, répartition des charges très à l'ancienne. Et donc, il me dit ça, mon patron, ok, je devais passer associé et avant mon congé maternité. Et là, on comprend que mes priorités aient changé. Alors, j'ai bien expliqué que non, je n'avais pas accouché ni de mon cerveau, ni de mon ambition sur la table d'opération, et que donc, ils étaient toujours là, hein, bienvenue, ils sont toujours là, mais je n'ai pas pu passer associé. Et puis, petit à petit, enfin assez rapidement d'ailleurs, mon patron a commencé à remettre en cause ma disponibilité, la qualité de mon travail, alors que je retravaillais le soir à la maison et que je gagnais toujours autant de dossiers qu'avant, et même plus que mes confrères et que mes collègues au sein du cabinet. Donc, je suis allée voir mon patron et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a répondu cette phrase qui pour moi est vraiment gravée dans le marbre, j'en ai rien à faire que vous ayez un enfant ou un mari handicapé, mon mari n'est pas handicapé, ce que je veux c'est que vous travaillez plus, sinon j'en tirerai les conséquences. Mais on voit où il place le curseur, c'est ça qui est intéressant. Et de là, il s'est un petit peu adouci, mais le naturel revenant au galop, il a repris ses critiques. Bon, moi, je me suis dit, ça ne va pas le faire, je vais partir, je vais quitter mon cabinet. À l'époque, j'avais un chiffre d'affaires très bas. Je faisais, je peux vous le dire très clairement, 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et je me suis lancée. Donc, clairement, pour vivre à Paris, ce n'est pas suffisant. Mon mari n'est pas riche, je ne viens pas d'une famille d'avocats, donc c'était quand même un saut périlleux. Je me suis lancée dans mon installation. Mais comme j'ai pas un tempérament de victime, en tout cas pas subir très longtemps, et comme j'ai souvent des insomnies, je rumine, et je me dis, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut que je fasse un truc. Donc c'est là que j'ai créé l'association Moms à la barre, pour aider les futures et jeunes mamans avocates à ne pas subir ce genre de... Voilà, à affronter ce genre de situation. Et je dirais malheureusement, j'ai été étonnée par le succès de l'association. Je dirais malheureusement parce que c'est la preuve qu'il y avait un réel besoin. Et ce qui est génial, alors mon mari, qui est devenu mon ex-mari,
petit teaser, euh, me disait, mais à quoi ça va te servir de faire ça? Est-ce que ça va te rapporter? Je dis, mais je m'en fiche que ça me rapporte. Moi, ça me nourrit déjà. Et ce que je veux dire, c'est que ça ne m'a pas rapporté, puisqu'en plus, c'était complètement bénévole, il n'y avait aucun frais d'adhésion, c'était de mon temps. Mais ça m'a tellement rapporté, par ailleurs. C'est-à-dire qu'aider les autres, vous êtes tellement, vous, en retour. Euh, D'abord, ça m'a fait connaître dans la profession. Et comme j'ai voulu changer les choses, et pour changer les choses, il faut être au cœur du réacteur, je me suis présentée aux élections du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, où j'ai été, je dois le dire, brillamment élue, grâce au fait que je m'étais fait connaître par Mom Salabar. J'ai pu, là, créer une commission de lutte contre le harcèlement et la discrimination, parce que je considère que les avocats, nous devons être irréprochables sur ces sujets-là. Nous devons laver plus blanc que blanc et d'abord balayer devant notre porte. Donc, j'ai créé cette commission. J'ai également fait insérer dans notre règlement intérieur l'interdiction de faits de harcèlement et de discrimination. Alors, à l'époque, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais à l'époque, on me disait, mais c'était il y a 12 ans, mais qu'est-ce qu'elle va nous enquiquiner avec tout ça? Et depuis, il y a eu l'affaire Weinstein, il y a eu l'affaire MeToo. Donc maintenant, tout le monde s'est emparé du sujet, c'est devenu complètement mainstream. Mais à l'époque, c'était, ouais, elle me saoule encore avec ces sujets, celle-là. Mais ça m'a tellement apporté. Après, j'ai continué à m'investir dans la profession au Conseil national des barreaux. J'ai rencontré mon mari à l'occasion de ce travail-là. Donc, tout ça, enfin mon nouveau mari, du coup, tout ça a été tellement bénéfique. Et aujourd'hui, la vie que je me suis construite, quelque part aussi, elle répond de cette fêlure. Et c'est ça qui est chouette. Ok, merci pour pour ce sujet un peu plus perso et te dévoiler, c'est très chouette. Et maintenant, tu écris un livre. On va rentrer dans le vif du sujet. Quitter son job et négocier son départ. Quel message central tu souhaites diffuser et transmettre à tes lecteurs, tes lectrices? Je voudrais leur dire que vivre une situation de mal-être au travail, ce n'est pas une fatalité. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu écrire ce livre. Être en mal-être au travail, se sentir vulnérable, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec. Ça me semble très important. Je vois trop de cadres dirigeants, euh, n'importe quel type de population, mais plus particulièrement les cadres dirigeants, surtout que c'est maintenant avec cette population de clientèle que je me suis spécialisée, euh, avoir honte de vivre un burn-out, de vivre une situation de souffrance au travail. Et je veux vraiment faire passer le message que, en plus, bien souvent, ces gens-là, ce sont des gens qui sont courageux, exigeants, euh, persévérants. Ce sont souvent des personnalités très fortes qui sont justement en proie à des cas de burn-out parce qu'à force de tellement pousser la machine, à un moment donné, le corps a fini par lâcher. Et leur dire qu'il y a des solutions. D'abord qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des solutions. Leur donner des outils pour leur permettre d'oser franchir le pas, d'oser sortir d'une situation de mal-être au travail, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est de transformer les gens, qu'ils arrêtent d'être en position de subir, à qu'ils se prennent en main et qu'ils décident leur destin. Ok. Tu parles d'ailleurs de mal job dans Oui. dans ton livre. Comment est-ce que tu peux nous définir ce concept et pourquoi il est devenu peut-être aussi malheureusement d'ailleurs répandu aujourd'hui? Alors, le mal job, c'est en effet un concept que j'ai créé parce qu'on connaît tous plein de termes sur la souffrance au travail, le burn-out, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, mais tout ça, en fait, pour moi, ne parviennent pas à définir ce qu'est vraiment cette sensation de mal-être au travail. Le mal job, pour moi, c'est un peu, par analogie avec la malbouffe, un job qui ne nous nourrit plus. C'est-à-dire, bon, en effet, ça nous alimente, c'est-à-dire que ça paie nos charges, mais ça ne nous nourrit plus. C'est-à-dire que peut-être que ça nourrirait notre collègue, peut-être que ça nous a nourri nous, mais aujourd'hui, ce job n'est plus aligné avec qui je suis. Les valeurs de l'entreprise ne sont plus en phase avec mes valeurs. Et tout ça, ça crée un déséquilibre, un désalignement qui fait que peu à peu, j'y laisse ma santé. Pourquoi? Parce que la fatigue, celle que vous ressentez quand vous passez une bonne journée au travail très fatigante, mais que vous faites plein de choses qui vous fatiguent, mais qui vous plaisent, ça, c'est de la bonne fatigue. En revanche, quand émotionnellement, vous êtes mal, vous pouvez travailler 2 heures ou 10 heures, vous serez dévoré petit à petit de l'intérieur. Sauf que la difficulté, c'est que
Comme ça se fait de petit à petit, de façon insidieuse et sournoise, vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est un peu comme une grenouille qu'on va mettre dans une marmite. On va la mettre dans l'eau froide, bon, elle va se prélasser tranquillement, et puis on va monter la température. Petit à petit, elle est bien, sauf qu'elle ne se rend pas compte que la température grimpe de plus en plus. Et qu'au moment où il est trop tard, où vraiment c'est fait chaud, 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 et ben, il est trop tard, elle n'arrive plus à en sortir. Et c'est un peu ça. Ou alors, si vous voulez, comme le lapin dans les phares de la voiture. On est pris là et on ne sait plus. Parce que, en plus, il y a un principe de réalité. On ne peut pas tout planter parce que bah, on n'est pas bien dans le job. Bah, on a un loyer à payer, les études des enfants. On a une réalité. Et puis, il y a aussi une réalité sociale, notamment pour mes clients cadres dirigeants. Vous avez un certain statut social qui est lié à votre poste. Et tout plaquer, bah, ça fait peur. Et donc, voilà, le livre est là pour vous dire, ça nous arrive à tous. N'ayez pas peur, il y a des chouettes choses qui vous arrivent, qui vous attendent derrière. Ok. Toi, tu es spécialisé effectivement sur les cadres dirigeants, mais le livre que tu nous proposes peut être lu en fait par tout le monde. Il est accessible à tout le T'es monde, d'accord? justement. Ouais. Dans le style, ouais, même dans le style, Ouais. j'ai voulu, d'ailleurs, ça se reflète sur la couverture, hein, c'est vraiment quelque chose qui est grand public. Parce que, oui, le savoir n'est pas non plus dirigé que pour les gens qui ont de l'argent. Et c'est important que, justement, le savoir se transmette à toutes les couches, à tout le monde. Et petite anecdote personnelle, hein, puisque moi, tu as vu, il n'y a pas de cloisonnement perso-pro, hein, tout est là, tout est sur la table. Quand je relisais les épreuves de mon livre pour le bon à tirer, j'étais dans une situation de négociation personnelle et je me disais, bon, c'est vachement bien comme conseil. Donc la négociation, elle sert dans tous les domaines de vie. Alors justement sur la négo, je vais me permettre de rebondir parce que tu insistes beaucoup sur l'importance de la préparation dans une négociation. Ça, tu y reviens plusieurs fois. Si tu avais des conseils à donner, des tips à partager, ce serait quoi les éléments clés que chacun devrait anticiper avant d'entamer une discussion avec son employeur, avec sa DRH, son DRH, pour négocier son départ? Je dirais que pour moi, ce qui est le plus important, c'est peut-être d'en parler à un tiers. Je plaide pas pour ma paroisse, évidemment, un avocat c'est mieux, mais parlez-en à quelqu'un de confiance. Parce que souvent, lorsqu'on est dans une situation, on est le nez embourbé dans le cœur du réacteur et on n'a pas la hauteur de vue nécessaire. Et pourquoi c'est important? Parce que forcément, on a plein de biais cognitifs. Notre cerveau voilà, est nourri de biais cognitifs en permanence. Et je dirais que le principal obstacle que je rencontre dans la négociation est souvent la perception erronée que le client a de sa situation. Il y a des clients qui vont venir me voir en me disant « Oh là là, ça va être très compliqué » et en fait, on le négocie en 24 heures. D'autres clients qui me disent « Oh, vous allez voir, maître, ça va être super facile ». Et ce n'est pas possible, même s'il y a eu des négociations réussies précédemment avec ce même interlocuteur dans cette même boîte pour d'autres collègues, parce que précisément ce salarié-là n'est pas apprécié dans l'entreprise et lui ne s'en rend pas compte. Donc, avoir une vision globale, plutôt objective de sa situation va permettre ensuite de constituer un dossier. Plutôt qu'un conseil, je vais donner un conseil sur ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Parce que la première chose que les gens vont faire parce qu'ils vont aller voir sur Internet, ça va être de constituer un dossier. Oui, mais non. Attention au dossier, parce que lorsque les gens pensent constituer un dossier, ils se mettent à écrire des tonnes de mails dans tous les sens pour se créer des preuves. Et là, mettez-vous à la place du DRH, ça tombe bien puisque c'est votre population d'auditeurs. Qu'est-ce qu'il va faire un DRH quand il voit ou qu'il plein de mails? Il va sortir ses ergots, il va dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» On cherche à se préconstituer en face. Et donc, moi, je vais derrière mettre une tonne de défense parce que je vois bien ce qu'est en train de faire le salarié. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien parce que vous mettez votre interlocuteur de mauvais poil. Et quand vous voulez lui demander, après une négociation, quand vous allez lui demander un petit peu d'argent, parce que c'est ça l'objectif, vous voulez partir, 1, avec vos droits au chômage et 2, avec un peu d'argent. Si vous tapez du pied et du poing sur la table, votre interlocuteur, il ne va pas être content. Donc, c'est pour ça que votre interlocuteur, il faut le ménager. Plus vous voulez lui demander de choses, plus il faut être sympa avec lui.
Ok. Alors, comment bien se préparer? Si quelque part, tu nous déconseilles d'envoyer trop de mails pour se préparer et constituer ce dossier, quels seraient les éléments clés à mettre en avant pour augmenter ses chances d'avoir un accord favorable à l'issue, que ce soit en termes de financier, en termes de timing, etc. Ça va dépendre de chaque dossier puisque chaque situation est différente. Mais Oui, globalement, déjà, mettre de côté. Alors, la première chose, c'est sauvegarder sa boîte mail. Ensuite, ça va être mettre de côté tout ce qui est évaluation positive. Si vous avez déjà écrit des réclamations sur, par exemple, le temps de travail, sur la charge de travail, les sauvegarder également. Euh, Si vous ne voulez pas envoyer un mail à votre direction parce que vous avez peur qu'elle sente que vous préconstituez, en revanche, vous pouvez tout à fait envoyer un email à un délégué du personnel, à un collègue de confiance, mais quelqu'un qui permette d'acter, justement, d'ancrer ces difficultés-là, de créer une antériorité de ces difficultés, parce que si, évidemment, une fois que vous êtes licencié, vous évoquez ces difficultés-là, on va dire, bah oui, bah, c'est bien facile de les invoquer maintenant qu'on l'a licencié. Ça permet d'écrire, en effet, mais sans écrire à l'employeur, vous voyez la nuance, d'ancrer, hein, de bien acter. Vous pouvez aussi aller voir la médecine du travail. Alors, la médecine du travail en tant que médecin est soumise à la confidentialité, mais malgré tout, ça reste dans votre dossier. Et après, si un jour il y a un contentieux, vous pouvez demander à obtenir la copie de votre dossier. Bien évidemment aussi, si vous êtes cadre au forfait jour et que l'entreprise ne respecte pas les conditions légales et jurisprudentielles du forfait jour, et c'est souvent le cas, il faut mettre de côté toutes les preuves des heures supplémentaires, des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, et souvent c'est beaucoup, dans la limite de 3 ans. Voilà. Donc c'est pour ça que la sauvegarde de la boîte mail va être importante. Donc sauvegarde de la boîte mail, écrire à vos collègues pour vous faire des preuves et aller voir un tiers et la médecine du travail, parce que si vous êtes en souffrance au travail, n'attendez pas pour aller consulter un médecin et prendre soin de votre santé. ok. Et à quel moment se faire conseiller par un avocat est utile dans une démarche? Est-ce qu'il faut dès le départ, est-ce qu'il faut attendre à un certain moment si on sent qu'effectivement la rupture va pas se faire? Comment est-ce que tu vois les choses? En toute Moi, indépendance. en toute indépendance, je pense que, un peu comme le médecin de famille, il faudrait qu'il y ait un avocat de famille, quelqu'un qu'on puisse consulter dès qu'on sent qu'il y a un truc qui ne va pas bien. Parce qu'il vaut mieux être dans la prévention qu'intervenir qu'une fois que la maison a brûlé. Moi, faire le pompier, ça ne m'intéresse pas. Et puis, une fois que la maison elle a brûlé, c'est beaucoup plus compliqué pour vous de remonter la pente. C'est-à-dire, une fois que vous êtes au fond du trou, remonter, c'est plus compliqué. Donc, moi, je préfère intervenir quand vous êtes encore pas trop esquinté, Hmm. que je peux vraiment vous aider parce que ce qui m'intéresse pour moi, c'est pas la sortie. La sortie, c'est pas une finalité. Ma finalité, c'est comment vous allez rebondir après. Ouais, c'est l'aspect Et c'est pour ça émotionnel, que... ce dont tu as parlé tout au Mais départ. oui, Voilà, tu en as parlé tout à absolument. l'heure. Ok. Hmm. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au premier rendez-vous, alors ils me disent, oh, je suis pas bien, et souvent ils pleurent. Je leur dis, ok, mais comment vous voyez la suite? Alors, ils me regardent comme ça, parce que je leur dis, vous allez voir, en fait, ce que vous vivez là est une très belle opportunité. Donc ils ont vraiment des yeux doublement écarquillés. Mais j'essaye en fait de les projeter, de leur dire, OK, là, ce que vous vivez, c'est difficile, mais parce que justement, en réfléchissant à ce que vous allez faire après, on sème une graine qui est la graine de l'espoir. Et ce que je leur dis, c'est que moi, je suis là pour m'occuper de votre présent, qui sera bientôt votre passé, mais pour que vous puissiez vous occuper de votre futur, qui est pour moi la chose la plus importante. Ok. Les personnes qui nous écoutent sont majoritairement des DRH, des managers divers et variés. Quels conseils, que peuvent apprendre les DRH et les managers de ton approche pour mieux accompagner les départs volontaires de l'autre côté de la barrière? Comment est-ce que toi tu pourrais aider les DRH, les managers peut-être aussi à être meilleurs dans ces situations? Oui, alors merci Florent, je trouve que c'est une excellente question parce que souvent on tape sur la tête des managers ou des DRH, Oui, et j'aime pas ça moi. alors que Moi j'aime bien les DRH. alors que souvent ce sont les maillons d'un système et que souvent eux-mêmes sont victimes de souffrance au travail. Et je pense qu'il faut vraiment les prendre en considération et déjà les humaniser. Ah oui, mais alors ce que tu dis, je me permets de t'interrompre parce que tu vois, avant j'étais co-dirigeant d'un cabinet de recrutement et en tant que dirigeant d'un cabinet de recrutement, je rencontrais des DRH qui venaient me voir en me disant bah tiens Florent, j'ai besoin de recruter un commercial, un DAF, etc. Et on échangeait
commercialement. Et à la fin, bon, si tu as une opportunité pour moi, tu t'hésites pas à me le dire aussi. Ah bon, pourquoi ? Parce que j'en peux plus en fait de mon boss. Voilà, le binôme des fois DG DRH, il est pas toujours simple. Ou la place du DRH dans un CODIR ou dans un COMEX, ou sa non place d'ailleurs dans un CODIR ou dans un COMEX, peut entraîner des mal-être. Donc je te rejoins sur ce que tu disais. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais effectivement eux-mêmes des fois les DRH sont pas forcément les mieux lotis non plus dans ce genre de voilà. Eux-mêmes ils ont un petit cœur qui bat. Donc voilà. Exactement, et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, il faut les humaniser. Il faut arrêter de les voir comme des ennemis ou comme des empêcheurs de tourner en rond. Ce sont des humains qui sont eux-mêmes soumis à une grosse pression. Et donc, pour répondre à ta question, pour aider les DRH ou les personnes qui sont de l'autre côté de la barrière, déjà, je pense que ce qui est important, c'est de mettre en place des indicateurs. Quand vous voyez qu'un salarié est en souffrance au travail, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent être mis en place au sein de l'entreprise. Faire remonter les alertes et ne pas mettre la poussière sous le tapis. Et aller voir le salarié et oser poser la question, ne pas avoir peur de ce qu'il va nous renvoyer à la figure et ne pas avoir peur d'être remis en cause. C'est vrai que souvent les gens, et d'ailleurs c'est un biais, un écueil auquel je me confronte, lorsque un salarié va parler à son interlocuteur de la souffrance qu'il subit au travail, il y a souvent un moment de recul, de colère, de fermeture de la part de l'interlocuteur. Pourquoi ? Parce que justement, en tant qu'être humain, la personne se sent remise en cause dans son professionnalisme et dans son humanité. Et ça, en tant qu'être humain, c'est absolument insupportable. Et donc, aussi, en tant que DRH, si on vient vous voir en vous disant je ne suis pas bien dans mon emploi, dans mon job, ce n'est pas forcément votre faute à vous. Et donc, essayez de prendre un petit peu de recul pour accepter ce témoignage et voir comment vous pouvez l'aider. Mais déjà en amont, vraiment, mettre en place des indicateurs pour faire en sorte qu'un mal-être au travail ne puisse pas se développer. Avec peut-être aussi des systèmes d'écoute. Nous, au sein du barreau de Paris, on avait mis en place des cellules d'écoute anonymes pour que les gens osent parler. Parce que évidemment, pendant des procédures contentieuses, on vient nous objecter le fait que, oui, mais le salarié n'a jamais fait part des difficultés dans l'entreprise. Ben oui, vous n'allez pas dire à votre manager qui vous tyrannise, qu'il vous tyrannise, parce que vous savez très bien que vous allez vous faire virer. Il y a toujours cette même inquiétude aussi des RH. Donc, il faut créer un maillon qui soit complètement autonome. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est à ça que servent les représentants du personnel. C'est pas toujours évident. Et je pense qu'il faut vraiment créer une cellule autonome, parfois même tiers, parfois indépendante de l'entreprise, même pas le représentant du personnel, qui font un job formidable, c'est pas la question, mais parfois qui peuvent aussi avoir leur propre agenda. Et c'est pour ça que moi, je considère que recourir aussi à un avocat, ça permet pour les DRH et pour les salariés d'avoir une vision objective et plus saine et sereine de la situation. Ok, très très clair. Est-ce que tu penses que la culture managériale française est prête aujourd'hui à voir les départs comme des opportunités plus que des échecs ? Ouais. Est-ce que on a franchi des paliers sur ce sujet-là en France, ou on est encore un peu très très loin ou trop loin ? Je pense qu'il y a encore un petit peu de marge pour ça. Je pense moi, tu sais, je suis une vraie optimiste, résiliente. J'ai foi en l'humanité, donc je veux toujours croire que c'est mieux qu'hier, que ce sera de chaque jour de mieux en mieux. Il y a encore un petit peu de temps. Les Français, il y a beaucoup encore une mentalité de rageux, c'est de jaloux, de gens qui n'aiment pas voir la réussite de chez leurs voisins, des gens qui souffrent au travail et qui ne voient pas pourquoi est-ce que toi tu t'en sors, alors eux ils devraient rester. Il y a beaucoup de jalousie et de gens qui n'osent pas bouger et qui ne comprennent pas que toi tu bouges. Bref, j'aimerais que la culture managériale aussi, dans la mentalité globale en France, elle évolue. Je crois que pour le moment il faut être réaliste, ce n'est pas encore le cas, mais justement il y a encore beaucoup de travail. On a quand même des départs qui sont de plus en plus fréquents. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même, quel que soit le niveau hiérarchique d'une organisation, c'est rare qu'on rentre dans une structure en se disant je vais y faire toute ma vie, toute ma carrière. En tout cas, c'est moins l'état d'esprit. Je connais même des entreprises aujourd'hui qui parlent de l'offboarding déjà dès l'onboarding, parce qu'on sait qu'à un moment on se rejoint, mais qu'on va se quitter. Et l'idée, c'est de se quitter bien, effectivement, le jour où ça se passe.
Toi, Ouais, on n'est plus à la génération de nos parents où on non, c'est faisait plié. carrière dans une entreprise. Aujourd'hui, 2-3 ans est devenu une expérience significative dans Ouais. une entreprise sur un CV. Donc, oui, les repères sont complètement chamboulés. Et je dirais qu'encore plus depuis le Covid. C'est vrai que les années 90, c'était une période de productivité, il fallait être efficace, Wonder Woman, Superman. Aujourd'hui, et en particulier depuis le Covid, les gens sont dans une quête de sens, d'équilibre. Et les nouvelles générations vraiment changent la donne. Et c'est un peu elles qui maintenant font la loi sur le marché et imposent un changement de la culture managériale. Donc, on va voir ce que donnent les prochaines années. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et ça, tu le vois aussi dans des fonctions de comité de direction, de dirigeants, de dirigeantes. Ouais. C'est pas réservé Justement, qu'aux jeunes générations non, de 22 non, ans qui arrivent, non, non, non. tout frais de l'école. Non, non, justement, dans mon livre, il y a un cas qui est celui de Marc, qui revient en filigrane au fil des chapitres. Marc, donc, il a 55 ans, il est cadre dirigeant dans un grand groupe du luxe. Il n'y en a pas beaucoup, déjà un français. Et ça, il a environ 55 ans, ça fait 12 ans qu'il est dans cette boîte-là. Avant, il était dans un géant du cosmétique qu'il vaut bien. Et donc, ce sont des boîtes qui sont connues pour pas être super faciles quand même, où il y a quand même une culture managériale assez spécifique. Et donc, il a quand même de la bouteille. Et il vient me voir, petite alerte cardiaque, c'est sa femme qui l'envoie, évidemment, comme souvent, parce que soi-même, on n'a pas la conscience que ça va pas bien, quoi, qu'il faut aller voir quelqu'un. Et on met à jour, en effet, qu'il est en burn-out parce qu'il y a un désalignement entre ses valeurs et les valeurs de l'entreprise. Encore une fois, valeurs de l'entreprise dans lesquelles il a excellé, il a gravi les échelons, donc il savait naviguer dans ces eaux un peu troubles. Et pourtant, aujourd'hui, l'homme qu'il était, avec son cheminement d'homme, avec son évolution spirituelle, parce que ça a beaucoup joué aussi, eh bien, il n'était plus en phase. Et ça, on a mis ça à jour. Et à partir du moment où on a mis ça à jour, ça l'a aidé aussi à prendre les bonnes décisions. Donc, ça a duré 2 ans quand même, parce que le temps que lui processe tout ça, il y a un phénomène de maturation, de deuil, et qu'on mette en place une stratégie et qu'on négocie, parce que ça a été avec une personne très affûtée en business, on va dire qu'on a eu en face, un homme d'affaires redoutable, donc il a fallu mettre en place une stratégie vraiment aux petits oignons. Ça a pris 2 ans, et aujourd'hui, cette personne-là, que nous connaissons tous, rend hommage au travail de mon client dans des réunions officielles. Et donc, et ils vont continuer à collaborer. Mais ce qui est important pour moi, c'était de passer d'une relation verticale à une relation horizontale. C'est ce que j'avais proposé à mon client au premier rendez-vous. Et c'est ce à quoi nous sommes parvenus. Donc, c'est une grande satisfaction. Donc, tu vois, ça n'arrive pas qu'au bleu. Ok. Est-ce que tu as déjà conseillé à un client de ne pas quitter son job ? Tu vois, même dans une situation un petit peu difficile, voire toxique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, en fait, non, il ne faut pas partir, il faut peut-être échanger, bien sûr, dialoguer, mais reconstruire autrement ? C'est arrivé, pas plus tard qu'il y a quelques mois, où j'ai une salariée qui vient me voir, qui est en souffrance au travail, qui reçoit des évaluations très négatives, où ça s'est vraiment crispé. Elle a envoyé des mails, donc bam, 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 escalade. J'arrive à un niveau de crispation, elle me dit, je veux partir. Je te la fais courte. On a eu pas mal de mails, d'échanges téléphoniques avec elle, de rendez-vous, de discussions avec la consoeur adverse. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une escalade dans les crispations, dans les frustrations respectives, et que par l'intervention des conseils, c'est-à-dire ma contradictrice, l'autre avocate de la société et moi, on avait pu mettre à plat les différends qui étaient intervenus pour des incompréhensions. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 9 mois qu'ils sont repartis du bon pied et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc ça, c'est très chouette aussi. Ok, donc on peut aussi arriver à cette conclusion en fait plutôt heureuse de se parler et de repartir ensemble. Et c'est la preuve, pour en revenir au début de l'interview, que les avocats ne sont pas des fauteurs de troubles, mais parfois simplement des personnes qui règlent des conflits, des problem solvers, comme on dit en anglais. Ok. Tiens, si tu avais le pouvoir de réécrire une règle du droit du travail pour faciliter les départs négociés, mettons que tu aies ce pouvoir magique de changer quelque chose dans notre législation française, sur ce sujet des départs négociés en l'occurrence, qu'est-ce que tu changerais en priorité ? Qu'est-ce qui est, à ton sens, peut-être inadapté en 2025 dans ce code du travail, dans cette réglementation ?
Je dirais obliger la présence d'un avocat pendant l'entretien préalable. Ok. Aujourd'hui, il y a un délégué du personnel, il y Mhm. a un salarié, mais c'est pas forcément un avocat. Et je pense que c'est bien que le salarié puisse être assisté d'un avocat pendant l'entretien, un peu comme pendant le garde à vue, tu vois. Mhm. Parce que on sait que l'entreprise, elle s'est fait rédiger sa lettre de licenciement par un avocat. Soyons honnêtes. Donc, ce serait un équilibre des forces. Et donc, ce serait un rapport de force plus juste. Ah mais pour le coup, je suis assez en face parce que tu vois, moi j'ai été de l'autre côté barrière en tant que DRH, là, je me suis passé de DRH où j'ai eu ce genre de situation à négocier des départs avec des collaborateurs et moi j'étais accompagné. Évidemment, on va pas se mentir. Et en fait, le fait que mes futurs ex-collaborateurs ne le soient pas, ça n'a pas été si facile que ça en fait. Et je pense qu'effectivement, peut-être qu'avoir un avocat en face peut compliquer la vie du DRH, oui, mais peut aussi le faciliter parce qu'il va lui dire à un moment ou à un autre, de toute façon, la confiance étant rompue, l'avenir professionnel n'existant plus. Ok, on peut débattre pendant 20 ans de pourquoi c'est comme ça, mais surtout, c'est comment est-ce qu'on construit la fin, quoi. Voilà. Mm. Exactement. Mm. Alors, moi, je me conçois, tu vois, j'ai Mm. plein d'analogies pour mon métier. Je me conçois comme un décodeur. Je t'explique. L'entreprise, le DRH, il va avoir un discours rationnel, Mm. puisqu'il y a des chiffres, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a voilà, des raisons diverses et variées, mais en tout cas, langage rationnel. Là où le salarié a un langage purement émotionnel. Eh oui. Donc, évidemment, Mm. vous ne pouvez pas vous comprendre. Mm. Et il y aura toujours des frustrations et des incompréhensions parce que vous ne parlez pas la même langue. Moi, mon rôle, c'est d'être ce décodeur, d'être cette courroie de transmission. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus simple. Mm. Ok. Et donc, on revient toujours à l'aspect émotionnel de la rupture professionnelle qui est largement aussi important que l'aspect technique de la rupture Mais oui, lui-même. mais qui va venir vous enquiquiner, vous, DRH. Mm. Quand vous devez négocier un départ, quand vous devez vous séparer d'un collaborateur, c'est quoi les prud'hommes? C'est des conflits qui sont mal gérés. Et pourquoi souvent? C'est pour ça qu'aussi, alors moi je fais de la négociation, mais je crois aussi beaucoup en la médiation. Ce sont des modes alternatifs de règlement des litiges. Parce que ce qu'il faut, c'est purger l'émotionnel. Mm. Et c'est ça, le poison des relations, c'est l'émotionnel. Donc, il faut l'accueillir. Et la meilleure façon, justement, de purger une émotion, c'est pas de la mettre sous le tapis, c'est de l'accueillir. Et après, on peut la traiter. Mais si vous l'accueillez pas, vous pouvez pas la traiter. Donc, l'avocat, il est là pour, d'abord aussi, parfois et souvent, faire de la pédagogie auprès de son client en lui disant, bon, écoutez, là, vous délirez. Un mois par d'ancienneté ou ce qu'on vous raconte, les légendes urbaines que vous entendez à la machine à café, c'est du fantasme. Oubliez ça. Voilà. Après, il y a autant d'avocats que de façons de pratiquer. Donc, il y a des avocats, c'est un peu comme les coiffeurs, il y a un peu de tout. Hein. Il y a peut-être qui sont moins bien. Bon, moi, en tout cas, je suis quelqu'un de pédagogue et de réaliste, et quand mes clients déconnent, je leur dis. Donc, en effet, ça facilite, et on est dans une relation avec l'employeur ou avec le DRH, son représentant, qui va être dépassionné. Et ça, c'est quand même vachement plus confortable pour vous. Ok, très très clair. Est-ce que les nouveaux modes de travail, type freelancing, management de transition, portage salarial, ça change des choses ou pas dans la relation avec l'employeur ou est-ce que ça change rien pour toi? Ouais, ça change les choses, mais il ne faut pas que ce soit du salariat déguisé parce que ça crée encore plus de frustration. Faut que ce soit honnête des deux côtés. C'est comme un peu le 4/5e où tu fais 100% de ton temps en 15 jours. Bon, il faut pas, il faut que ce soit quelque chose qui soit honnête pour les deux parties. Il ne faut pas d'abus. Moi, je suis contre les abus. Voilà. Je suis pour des relations honnêtes, sincères. Après, c'est du business, donc il faut que voilà, chacun y trouve son compte. Ok. Alors, si tu devais résumer ton livre en une ou deux phrases choc pour convaincre quelqu'un de le lire, tu dirais quoi? Quelle phrase choisirais-tu? Arrêtez de subir, reprenez le pouvoir, décidez. Ok, c'est très clair. Ok. Impro total, hein. Ouais, non, mais c'est. Un cri du cœur. Ah mais j'avais pas envoyé les questions en amont, hein, donc c'est clairement de l'impro, mais après c'est toi qui l'as écrit le bouquin, donc non, non, c'est mieux. Mais alors, il y a quand même beaucoup de pages, hein, Ouais. d'ailleurs beaucoup plus que ce que m'avait dit l'éditrice, et Ouais. finalement, il n'y a pas eu de censure, mais donc il y a beaucoup de pages résumées en quelques mots, c'est chaud. Ouais, c'est chaud et c'est un livre effectivement moi que j'ai trouvé très pratico-pratique
Ouais. C'est surtout ça, parce que au départ, je me suis dit, waouh, un livre juridique, moi je suis pas juriste, tu vois. Après, je comprends un minimum de droit du travail, mais je suis pas juriste. Je me suis dit, waouh, ça va être complexe. En fait, c'est pas un livre juridique. Alors évidemment, il y a des notions juridiques, mais, parce que ça, on est en France et on faut bien s'appuyer sur quelque chose. Mais par contre, c'est un livre pratico-pratique. Et ça c'est quelque chose qui fait que pour moi, il est lisible par beaucoup de gens en fait, et pas juste par des experts en droit du travail, qui est un autre sujet. Hmm. Bah, je pense qu'en fait, plus tu es expert dans une matière, plus il devrait être facile de Hmm. vulgariser. Hmm. Et, 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 et en fait, plus tu es expert, moins tu as besoin d'être pompeux pour expliquer et te faire mousser. Donc, j'essaye vraiment de le rendre accessible à tous parce que, encore une fois, l'objectif, c'est qu'il serve à tout le monde et dans tous les domaines, puisque la négo est partout. D'ailleurs, quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune avocat ou une jeune avocate qui voudrait se spécialiser dans l'accompagnement des transitions professionnelles telles que toi, tu le réalises? Je pense que c'est compliqué de le faire jeune parce qu'il faut D'accord. avoir un peu de bouteille, il faut avoir quelques fêlures, Ok. il faut avoir quelques baffes dans la vie. Moi, j'ai connu un burn-out, j'ai connu un Hmm. divorce, une dépression, voilà, des difficultés personnelles depuis que je suis petite, Hmm. un parcours de vie, hein, voilà, un petit peu caboté, voilà, cabossé aussi. Et je pense que ça forge une humilité, une empathie, une écoute et une humanité qui sont nécessaires dans ce métier-là. Ok. Ton livre vient de sortir. Ouais. T'as prévu des événements pour le lancement, je sais pas, des conférences, des dédicaces. Alors on peut trouver bien sûr le livre partout. Enfin, je mettrai quelques liens d'ailleurs sur quelques sites web français. Mais est-ce que toi t'as prévu aussi d'intervenir, d'aller à la rencontre de tes auditeurs, de tes lecteurs surtout, pardon. Alors, la dédicace le 6 mars à la librairie Erol. Hmm. Et après, moi, je suis disponible pour toutes les conférences qu'on Ok. veut. Voilà, Alors après, c'est vrai que je suis très disponible et très présente sur les réseaux sociaux, Hmm. LinkedIn notamment, Ok. après Instagram, non. Mais mon objectif, c'est vraiment de transmettre le maximum d'informations de façon claire, de façon didactique et pédagogique à tout le monde. Donc, ce sont des vidéos, des pastilles qui sont courtes voilà. Et j'essaie de les faire un petit peu vivantes et marrantes et vraiment, encore une fois, accessibles à tout le monde. Ouais, parce que tu utilises pas mal LinkedIn Ouais. aujourd'hui. C'est un canal pour toi pour faire passer des messages. C'est un vrai canal Oui, impactant. oui. Hmm. Et alors, ce que je trouve incroyable, c'est que Marc, par exemple, il m'a connu via LinkedIn. D'accord. Ok. Et moi, je me dis, mais comment un mec de ce niveau-là n'a pas déjà son propre avocat? Hmm. Et donc, alors, depuis, donc c'était il y a maintenant 3 ans, depuis, les avocats se sont quand même pas mal mis sur les réseaux. Hmm. Donc, je suis plus la seule à faire ça. Mais peu importe, moi, je continue de le faire parce que d'abord, ça me fait plaisir de communiquer avec les gens. Ça les aide. Et puis, pour moi, c'est assez facile de communiquer via le filtre d'un téléphone. C'est plus facile qu'aller à la rencontre des gens parce que j'ai toujours un peu peur d'aller à la rencontre des gens, plein de gens. Ouais. Est-ce qu'il y a une courte anecdote pro que tu pourrais nous raconter, que tu n'as jamais racontée? Voilà, sans citer évidemment, parce que l'idée c'est pas de citer, ou tu peux anonymiser. Quelque chose qui t'est arrivé, ou l'erreur, je dirais, la plus drôle, la plus absurde que tu as vue lors d'une négo de départ, par exemple. Ah, euh, hmm. Non, parce qu'en fait, comme je raconte tout, j'ai déjà tout raconté, donc Ah, il y a beaucoup de choses dans le j'ai pas livre, ça beaucoup de c'est sûr. secrets. C'est ça. J'ai plus beaucoup de secrets. Moi, tu vois, je suis Ouais. une femme publique, hein, je raconte tout, donc il n'y a rien qui soit secret. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast, qui peuvent intéresser effectivement la fonction RH? Ça peut être soit des RH eux-mêmes, soit des personnes qui travaillent avec des professionnels RH, des personnes qui t'inspirent, que tu connais ou que tu connais pas directement, mais qui t'inspirent et que toi t'aimerais entendre au micro. Euh, Moi, il y a des gens qui m'inspirent. Il y en a un qui s'appelle Pierre Savran-Schreiber, qui a aussi un podcast qui s'appelle Parole de lawyer et qui est médiateur, qui Hmm. après des années à la tête d'un prestigieux cabinet d'avocats américain en France, aujourd'hui fait de la médiation. Et c'est vraiment la preuve, à mon sens, que justement, il y a un changement dans les mentalités sur aujourd'hui, un avocat, c'est quelqu'un qui vient régler les problèmes et qui vient
là aussi purger l'émotionnel. C'est vrai qu'un sujet sur la médiation peut être hyper intéressant parce que ça, c'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, toi, tu fais comment ta veille pro? Comment est-ce que tu pratiques? Est-ce que c'est une veille purement juridique que tu as, évidemment, ou est-ce que tu as aussi une veille RH, une veille managériale, et comment est-ce que tu concilies les deux, en fait? Alors, moi, depuis que les smartphones ont été inventés, je m'en suis greffé un dans la main. Donc, je suis constamment connectée. Donc, c'est vraiment la presse, les réseaux sociaux, tout. En fait, je m'imbibe de tout. Je suis une éponge. Je suis extrêmement curieuse. Mais je dirais que ce qui m'intéresse le plus, c'est évidemment voilà, la veille juridique. Je suis obligée de la faire et je la fais parce qu'en plus, j'adore mon métier. Mais pour moi, le juridique, ça représente 30% de ma pratique. Après, ça va être des formations en permanence, mais sur des soft skills, sur l'aspect humain. Ma marotte, mon intérêt spécifique, puisque moi, je fonctionne par intérêt spécifique, étant neuroatypique, c'est l'humain. Et c'est vraiment, ça a été mon fil d'Ariane tout au long de ma vie. C'était comment fonctionne l'humain, comment décoder l'être humain, comment reproduire les codes de l'être humain et comment mieux être intégré par l'être humain aussi. Ok, très très clair. Merci pour tous ces éléments, Valérie. Si on veut te contacter, c'est assez facile. LinkedIn. Très facile. Voilà. Sur mon site internet aussi, il y a un formulaire de contact. Il y a tout. Voilà, je mettrai les liens de toute façon. Ouais, je mettrai les liens pour tout le monde pour les retrouver facilement. Je précise que je ne fais pas de consultation en ligne parce que souvent on me demande des consultations. Et donc, non, je ne fais pas de consultation en ligne parce que ce serait d'abord irresponsable de faire une consultation en ligne sur un simple 3 lignes qu'on m'envoie. Non, si vous voulez avoir un conseil de qualité, allez voir un professionnel qui prendra le temps de vous écouter, d'analyser votre situation et qui vous répondra de façon circonstanciée. Et si tiens, c'est une très bonne question parce que si je ne connais pas d'avocat, auprès de qui je peux me renseigner? Est-ce que auprès de l'ordre local, je peux me renseigner? Parce que Google, ok, on peut taper avocat du droit du travail, il y en a des tartines, hein, donc c'est difficile. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait trouver un avocat pour l'aider? Écoute, aujourd'hui, nous avons des outils à notre disposition qui sont Internet, les réseaux sociaux. Donc moi, je conseillerais d'aller voir sur Google et de voir. Parce que maintenant, tout le monde communique. Donc, tout le monde a un site. Tu peux voir une photo de la personne. Et il y a pas mal de personnes qui viennent vers moi en me disant « Je vous ai googlisé. Et en fait, vous m'avez l'air sympathique. J'ai trouvé que vous aviez l'air humaine. » Et allez chercher l'avocat qui nous ressemble. On a l'avocat et le client qui nous ressemblent. Donc, allez voir la personne avec qui vous vous sentirez en confiance. Parce que l'avocat, ça va être votre voix. Et donc, il est important que cette voix que vous allez porter, elle soit en phase avec qui vous êtes. Et donc quelqu'un qui vous corresponde et qui vous réponde. Ok. Un grand merci Valérie pour ta disponibilité, pour ton temps. Et puis, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir.